Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire organisé par l'UFICT CGT Mines Énergie. 90 minutes que nous allons passer ensemble pour tenter de décrypter les enjeux et les risques de l'évaluation 360 degrés. Un webinaire également pour tenter d'avoir une autre vision de l'évaluation du travail. Dans une première partie, nous parlerons de l'évaluation du travail en général, puis de l'évaluation 360 degrés en particulier, avant d'évoquer les propositions de la CGT en la matière et répondre à vos questions, à vos interrogations. Nos invités en plateau, Virginie Gonzalez, bonjour. Secrétaire générale de l'UFICT CGT, Caroline Diard, bonjour. Professeure associée au département droit des affaires et responsable RH à la Toulouse Business School. Et puis également Agnès Bonnet-Suard, bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, consultante et spécialiste du monde du travail. Et également Pascal Cabantous, membre du bureau de l'UFICT, bonjour. En régie, Céline Millot et Ludovic Beaupère de l'UFICT. Et à la réalisation de ce webinaire, Bastien Tournache. Durant cette émission, durant ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions, de nous partager vos réactions sur le fil Teams, notamment dans l'onglet de la partie QR, à savoir questions-réponses. Nous en reparlerons dans un instant. Première question, Virginie. Après une phase expérimentale en 2020, la méthode évaluation 360 va être généralisée à l'encadrement d'Enedis. Les risques sont réels, dites-vous dans votre journal Options. Est-ce la raison principale de cette initiative aujourd'hui ? Ça en fait partie, mais pas que. L'UFICT s'intéresse à ces questions de système d'évaluation depuis maintenant plusieurs années, parce qu'on considère que l'évaluation devrait être un temps privilégié, un moment privilégié, pour permettre aux salariés de faire reconnaître son professionnalisme, son travail, son investissement. Or, on constate qu'il ne l'est pas. Les systèmes d'évaluation, l'entretien d'évaluation est de plus en plus dévoyé, et il est essentiellement utilisé aujourd'hui pour justifier la non-attribution d'une augmentation individuelle, alors que ce soit d'un NR ou d'un GF pour les salariés des IEG, ou bien évidemment maintenant les primes individuelles à la performance. Et on comprend bien tout l'intérêt des employeurs dans une période un peu de pénurie salariale. Ou alors ils sont utilisés de plus en plus pour contraindre les salariés à se conformer à un moule. En fait, aujourd'hui, on a le sentiment que ce qui compte, c'est pas tant notre performance et nos aptitudes professionnelles, mais plus que l'on renvoie et le fait d'être en capacité de se conformer à des règles, d'être dans un moule, etc. Donc pour nous, en fait, les systèmes d'évaluation tels qu'ils sont faits aujourd'hui sont problématiques pour deux raisons. La première raison, c'est sa finalité. Je trouve que c'est pas clair, enfin pour les raisons que je viens d'évoquer avant. Et les critères qui sont utilisés sont aussi problématiques parce qu'ils sont peu pertinents. Ils permettent pas d'évaluer, en tout cas, réellement le travail effectué dans toutes ses composantes. Alors quand on dit, c'est la différence entre le travail prescrit et le travail réel, avec la gestion des aléas, avec toutes les activités transverses qui sont parfois invisibilisées, laisse pas place non plus à l'évaluation de la créativité, par exemple, ou de la prise d'initiative. Voilà, et surtout, on constate de plus en plus qu'il y a des dérives par rapport à l'utilisation de critères qui reposent sur le comportement, sur l'attitude. Voilà, et là qui pose un réel problème, parce qu'au-delà d'être à la limite de la légalité, pour le coup, on pourra y revenir, ils sont totalement subjectifs et arbitraires, et en plus ça fait peser une pression psychologique sur les salariés qui pour nous n'est pas très saine. Et d'ailleurs les salariés ne sont pas dupes de la façon dont les entretiens se déroulent, et surtout ils considèrent que ça leur convient pas. Et alors je le dis pas comme ça de manière incantatoire, mais on a réalisé un sondage en mars dernier où on a interrogé plus de 4500 cadres et plus de 4500 agents de maîtrise, et 80% des agents de maîtrise et 60% des cadres considèrent que l'évaluation est fondée sur de mauvais critères. 60%, donc là c'est agents de maîtrise et cadres confondus, considèrent que l'entretien d'évaluation n'est pas transparent.
Et la pire, il y a 72% qui considèrent qu'elles ne permettent pas de reconnaître le travail effectué, ni d'avoir une reconnaissance. Donc finalement, on s'est dit, il y a quand même une corrélation entre ce que nous, on pense qu'on porte et ce que les salariés pensent. Donc il y a quand même besoin de traiter de cette question-là. Et puis, évidemment, il y a eu la généralisation de l'évaluation 360 à Enedis à tous les cadres. Alors, jusqu'à présent, c'était juste dédié aux cadres dirigeants. L'origine, c'était les années 2020. C'est ça. Aujourd'hui, Enedis a décidé, après quelques expérimentations en région, de le généraliser à tous les cadres et à tous les managers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'évaluation 360, c'est le dispositif repose sur le fait d'être évalué par 10 salariés, Enedis, sur l'attitude et le comportement. Et là je dis attitude et comportement, c'est décrit comme ça dans la lettre qui a été envoyée aux salariés par Madame Legnaud. Donc voilà, évidemment, nous on a tout de suite identifié la dangerosité d'un tel système. Tant sur l'aspect psychologique que sur l'aspect ambiance d'équipe, en réalité. Avec des ambiances qui peuvent être malsaines, parce que quand on est évalué, alors oui, ça je ne l'ai pas précisé, mais le principe des 10 salariés qui évaluent le collègue en question, il peut être soit son supérieur hiérarchique, soit son collègue direct, ce qu'on appelle être évalué par ses pairs, soit pour les managers, quelqu'un de son équipe. Donc voilà, on imagine les ambiances de travail, la façon dont elles peuvent devenir malsaines et délétères. Voilà, en tout cas, nous on s'était dit que c'était bien d'organiser ce webinaire autour de ce sujet en invitant des expertes pour un peu confronter et partager notre point de vue sur ces questions de l'évaluation et aussi l'évaluation 360, parce que pour l'instant, si elle a lieu à Enedis, si elle s'est généralisée à Enedis, on peut craindre qu'elle se généralise ailleurs. Est-ce que cette démarche aujourd'hui, elle est à Enedis, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit développée auprès d'autres entreprises de la branche des industries électriques et gazières, puisqu'on sait que ça existe dans d'autres entreprises, comme on le verra tout à l'heure avec Caroline et Agnès. Mais... C'est la crainte. Enfin, la crainte. Oui, il y a un risque réel. Si Enedis commence l'expérimentation, potentiellement, ne serait-ce que EDF pourrait reprendre aussi cette... Enfin, c'est même pas une expérimentation, là ça a été lancé à Enedis, mais en tout cas pourrait aussi avoir ça pourrait donner des idées à EDF, voilà. Pour que tout le monde comprenne, notamment les agents qui nous écoutent sur ce webinaire, qui pourront poser des questions, Pascal, Virginie, est-ce que l'on peut dire que ceux qui seront ou qui sont concernés par l'évaluation 360 degrés sont essentiellement ceux qui bénéficient d'une prime d'efficacité, une prime de performance. Alors aujourd'hui, c'est ça effectivement, puisque l'annonce faite par la direction d'Enedis, c'est de faire porter 50% de cette prime sur cette évaluation 360 degrés. Donc ça concerne tous les cadres, qu'ils soient cadres en situation d'encadrement ou cadres experts, et ça concerne tous les agents de maîtrise en situation d'encadrement, déjà dès la première étape. Après, on ne sait pas si ça peut aller plus loin, mais c'est déjà beaucoup de monde. C'est peut-être déjà 10 000 personnes, quoi. Donc voilà. Permettez-moi une petite blague. Est-ce que Madame Legnaud, présidente directrice générale de Enedis, elle-même sera évaluée? On se souvient que dans le passé, des salariés votaient pour le meilleur directeur ou directrice de leur entreprise. Elle l'est probablement, mais elle ne nous a pas fait passer son bilan, mais bon, on peut l'imaginer, quoi. Voilà. Nous le serons dans l'avenir. Rentrons dans le vif du sujet avec nos deux spécialistes, Caroline Diard et Agnès Bonnet-Suard. Caroline Diard, l'évaluation des salariés dans les entreprises a évolué au fil du temps. Les EAP, concrètement, comme on l'évoque dans les entreprises, remontent plutôt aux années 2014, donc ça va faire une petite dizaine d'années. Quel est le cadre réglementaire de ces évaluations ? Alors peut-être au préalable rappeler de quoi on parle quand on parle d'évaluation dans les entreprises. On en parle depuis la fin des années 90, concrètement sur le terrain. Alors l'évaluation, c'est l'action d'apprécier, en fait, de porter un jugement à la fois sur des critères qui sont qualitatifs et quantitatifs, en vue de faire un point sur les objectifs atteints et les objectifs à atteindre. Alors l'évaluation n'est pas une obligation légale. Donc ça, c'est déjà un premier point très important à communiquer. L'évaluation, c'est un choix organisationnel, c'est un choix managérial de l'entreprise. L'entreprise choisit de mettre en place l'évaluation parce que ça permet de piloter la performance, ça permet de
faire un suivi des objectifs. Donc c'est un outil managérial intéressant, mais en aucun cas on est obligé de le faire. Alors il y a eu une réforme en 2014 de l'évaluation dans l'entreprise qui est arrivée avec l'entretien professionnel. Alors celui-là, il est obligatoire. Et il est obligatoire tous les 2 ans, avec un bilan à 6 ans. Alors quel est l'objectif de cet entretien professionnel ? J'aime parler toujours de l'esprit des lois. Quel était l'esprit de cette loi ? En fait, l'esprit de cette loi, c'était de rendre acteur tout collaborateur de son parcours professionnel et d'avoir la possibilité d'évoluer dans l'entreprise au-delà de toute notion de recherche de performance, etc. L'idée, c'est de faire évoluer un collaborateur en même temps que l'organisation à laquelle il appartient et en même temps que son équipe. Donc on va évaluer un collaborateur tous les 2 ans et on fera un point tous les 6 ans. Il y a des obligations qui sont liées et des sanctions aussi afférentes à cet entretien professionnel, qui est le seul à être obligatoire. Alors les entreprises qui avaient anticipé l'évaluation dès les années 90 avec la mise en place d'entretiens d'évaluation d'objectifs cette fois, ont commis l'erreur vers 2014-2015 d'assimiler entretien d'évaluation et entretien professionnel. Ce qui a été une erreur, plus qu'une volonté de nuire, à mon sens. Alors, les textes n'étaient pas très clairs. Aujourd'hui, il n'y a plus à se poser la question. Les textes sont clairs. On doit distinguer l'entretien d'évaluation classique sur objectif de l'entretien professionnel obligatoire. Alors, ça peut se faire dans une même journée, pourquoi pas, mais ça doit être 2 temps qui sont distincts et surtout, il doit y avoir une documentation qui est différente et des conséquences qui sont différentes. Alors ça, est-ce que c'est respecté sur le terrain ? Je pense qu'au début, ça ne l'était pas. Maintenant, les employeurs commencent à s'acculturer à ces outils et font bien attention à faire la distinction. Donc ça, c'est un premier point. Alors, un autre point, peut-être à rappeler au niveau réglementaire, c'est que le Code du travail, en son article L 1222.3, impose une obligation d'information par l'employeur. Les salariés doivent être expressément informés, c'est ce que dit le droit, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle avant leur mise en œuvre et les résultats obtenus sont toujours confidentiels. Alors, quand on rejoint une entreprise aujourd'hui, on doit être informé de la tenue tous les 2 ans de cet entretien professionnel. S'il y a des méthodes qui sont utilisées, qui sont spécifiques, l'employeur doit aussi informer le collaborateur, de la même façon qu'il va informer les partenaires sociaux. Alors, on a aussi d'autres contraintes au niveau réglementaire. Alors, cette fois, c'est l'article L 1222.2 du Code du travail, donc c'est celui d'avant, qui en fait prévoit que les informations qui sont demandées aux salariés lors d'une évaluation n'ont pour autre finalité que de cerner, d'apprécier, de peser les aptitudes professionnelles. Les évaluateurs ne doivent donc pas collecter des informations, par exemple, en rapport avec la vie privée des salariés. Et troisième point très important au niveau réglementaire, peut-être à rappeler aussi, c'est la non-discrimination. Tout ce qui concerne la non-discrimination, c'est pas que au moment du recrutement. Souvent, on communique sur on ne peut pas discriminer au moment du recrutement. Eh bien, on ne peut pas discriminer au moment de l'évaluation. Et ça, on en parle trop peu, à mon avis. Parce qu'il y a de la discrimination qui se fait au moment de l'évaluation des collaborateurs. Alors, ça peut être de la discrimination sur le lieu de vie, sur femmes, hommes, sur l'âge, etc. Mais la discrimination... Ou l'appartenance syndicale. Ou l'appartenance syndicale, tout à fait. Donc, la discrimination peut se faire sournoisement à ce moment-là. Et je pense qu'il y a beaucoup moins de vigilance à ce moment-là qu'au moment du recrutement, où on est quand même alerté sur la nécessité de ne pas discriminer, sur la mise en place de process. On est aussi alerté sur tout ce qui est négociation salariale, évolution salariale, notamment entre les hommes et les femmes. Mais au moment de l'évaluation, je tenais vraiment à insister sur ce point et c'est dans le Code du travail. Donc,
Faut-il préciser, Caroline Diard, que ces entretiens sont opposables en cas de difficulté avec son employeur, avec son manager, devant les tribunaux des prud'hommes, et on le verra peut-être avec Pascal et Virginie, devant les commissions disciplinaires? Alors, effectivement, ça peut être vu comme une opportunité ou un risque, un entretien, puisqu'un entretien, c'est un temps officiel, un moment officiel dans l'entreprise où on va dresser un constat et on va remplir ce qu'on appelle on peut l'appeler une documentation, parce qu'il n'y a pas de document imposé. Donc le document est libre, on va le remplir et on va le remplir dans le cadre d'une coopération, d'une co-construction. Donc ça, c'est bien, c'est un discours qui tient la route quand on est d'accord. Stéphane, si je vous dis... vous êtes formidable, vous avez atteint vos objectifs et vous aurez la formation que vous avez demandée. Je crois qu'on va se quitter bons amis et se revoir l'année prochaine ou dans 2 ans et tout ira bien. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Il arrive que des objectifs inatteignables soient fixés à des collaborateurs. Il arrive que des objectifs ne soient pas atteints et ça peut donner lieu, de part et d'autre, à des contentieux. Quand on va au contentieux prud'homal, on va aller chercher des preuves. En matière de droit, en France, c'est le droit de la preuve. Donc la charge de la preuve est au demandeur en droit français. Donc l'idée, c'est d'aller produire des documents qui vont apporter une preuve ou un commencement de preuve. Voilà. Alors souvent, un compte-rendu d'entretien d'évaluation va être un commencement de preuve. Ça peut être un commencement de preuve sur des problématiques de harcèlement et ça peut être un commencement de preuve pour dire voilà, mon salarié, finalement, ça fait quand même 10 ans qu'il n'atteint pas ses objectifs. Ça fait 10 ans qu'avec bienveillance, je lui rappelle un certain nombre de règles et que malheureusement, il n'a pas écouté, il n'a pas suivi les formations que je lui avais préconisées et je suis amenée à m'en séparer. Donc ça peut être utilisé des deux côtés. Alors il y a beaucoup de jurisprudence qui mobilise ces entretiens d'évaluation, donc effectivement un point de vigilance là-dessus. Alors, peut-être une précision syndicale avec Virginie et Pascal, parce que c'est vrai que les salariés connaissent, les auditrices et les auditeurs qui nous suivent connaissent l'entretien professionnel, connaissent l'EAP. Les organisations syndicales peuvent accompagner et former les salariés à se préparer à cet entretien. Et, en face, les managers sont formés eux-mêmes par les RH sur la manière de conduire un entretien, les règles à respecter et les procédures. Pascal. Oui, effectivement, c'est un des travaux qu'on est en train de mener à l'UFICT et on le fait depuis plusieurs années. C'est-à-dire à la fois se positionner en termes de ressources pour les salariés, puisqu'on est souvent sollicité, notamment sur les questions de, pas seulement comment aborder l'entretien, mais aussi sur les questions de parcours professionnel. C'est-à-dire des salariés viennent nous voir pour nous dire est-ce que tu penses que je devrais aller vers tel ou tel métier ou que je devrais postuler sur tel ou tel poste. Et donc on a un vrai rôle à jouer là-dessus et donc on est en train de produire un certain nombre de documents qui sont des guides en fait à l'attention du salarié et on a vocation aussi à le faire pour les managers qui sont proches de nous ou en tout cas qui nous écoutent pour donner notre vision de cette évaluation du travail. Voilà. Merci. Caroline, Virginie. Juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu es chez toi ici. Oui, carrément. Non, sur la préparation de l'entretien, on peut effectivement aider à préparer l'entretien d'évaluation parce que souvent, il y a une auto-évaluation qui est demandée aux salariés. Avant l'entretien. Et il y a des études, vous pourrez me le confirmer, qui démontrent qu'on a tendance à se sous-évaluer, peut-être même en particulier, c'est particulièrement vrai chez les femmes. Voilà, donc de préparer son entretien avec une tierce personne pour poser les bonnes questions et pour faire ressortir vraiment toutes les ressources qu'on a déployées pour réaliser son travail, ça peut être intéressant. Et tant que j'ai le micro, je vais pas faire une annonce, mais je voulais préciser pour le coup aux salariés qui nous écoutent qu'il n'y a pas de chat. Cependant, c'est pas pour censurer, c'était pas la volonté. Par contre, ils peuvent tout au long du débat poser des questions et on aura un temps d'une vingtaine de minutes à la fin où on répondra à vos questions. Voilà, donc je voulais vous le préciser. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure
si quelque chose n'est pas clair ou si quelque chose vous interpelle, vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à poser vos questions. Caroline, comment ces outils d'évaluation ont évolué depuis 2014 ? Alors, les outils d'évaluation ont évolué dans le sens d'une acculturation à l'outil. Les collaborateurs et managers se sont appropriés les outils. Du coup, je vais faire le lien avec ce qui vient d'être dit par Virginie et Pascal. Très concrètement, le rôle d'un service RH, alors dans une première partie de carrière, dans une vie antérieure, j'ai été DRH et j'ai mis en place des entretiens d'évaluation et à l'époque, c'était relativement innovant. La question qui se posait, c'était effectivement qu'est-ce qui va freiner un collaborateur qui va être un peu troublé, qui va être inquiet, qui va être stressé par une situation qui était perçue comme anxiogène. Comment les managers vont s'approprier l'outil et en gros, qu'est-ce que le DRH va en faire ? Voilà, parce que ça, c'était la grosse inquiétude de l'époque, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces entretiens ? Est-ce que c'est juste pour la forme ou est-ce que derrière, il y a des décisions qui sont prises sur des promotions, des parcours de carrière. Alors à l'époque, on parlait de plan de formation, maintenant c'est plan de développement des compétences, mais c'est la même chose. Alors moi, j'avais pris le parti de former tout le monde, alors quand je dis tout le monde, c'était tous les managers, aux entretiens d'évaluation et de rédiger ce fameux guide pour mettre un peu tout le monde à l'aise et leur montrer que c'était pas une lubie de la direction de faire de l'évaluation et que ça pourrait être profitable au collectif de travail. Et ça l'a été pour le coup, mais le démarrage a été bien sûr difficile parce que il faut comprendre l'outil et surtout il faut être rassuré par rapport à cet outil. Et après, il faut faire très attention à la façon dont chacun va aborder l'outil. Vous avez des personnes qui vont dire moi, mon entretien d'évaluation, ça va être je parle que de mon salaire. Ou alors vous avez effectivement des femmes qui vont un peu se sous-estimer. Alors le fameux plafond de verre, moi je l'ai constaté avec des femmes qui étaient très compétentes et qui, je ne sais pas pourquoi, se mettaient une sorte de plafond, de frein un peu imaginaire. Et c'est aussi le moment de mettre en valeur ces personnes qui méritent d'être en valeur pour les faire progresser. Mais ça, c'est le rôle du manager. Parce que l'outil d'évaluation, c'est aussi un outil d'accompagnement. Ça ne doit pas être vu comme un outil de sanction. C'est pas... l'évaluation, c'est pas pour inquiéter les gens, c'est pour les faire progresser et surtout pour les faire évoluer dans un collectif de travail. Ça, c'est important. Donc c'est vraiment très très je pense c'est essentiel de sensibiliser les managers sur le fait que se mettre autour de la table avec des collaborateurs, c'est pas juger, c'est pas porter un jugement, c'est simplement apprécier ce qui a été fait, c'est être capable de dire aussi ce qui n'a pas été fait et de proposer des solutions pour combler des écarts éventuels. Alors on parle de diagnostic des causes d'écart, donc on va regarder ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait et comment on peut y arriver, tout simplement. Indiquons qu'il y a des services où les managers ont parfois 10, 15, 20 agents, oui. Parfois c'est 200, voire plus, et parfois les agents rencontrent leurs managers une fois par trimestre, quand c'est pas une fois par an, avec la multiplication et l'évolution du monde du travail. Donc cet entretien, à minima, c'est une rencontre privilégiée entre l'un et l'autre ? Effectivement, il faut le voir comme ça. Vous avez mis exactement le doigt sur ce qu'il fallait dire. C'est un temps qui est hors du temps. C'est-à-dire que c'est une sorte de parenthèse. Alors, je ne vais pas dire une parenthèse enchantée. Hein. Je ne vais pas me faire la voix du service RH, mais c'est un moment qui est un peu à part, où on se pose et où on va se parler d'égal à égal et où alors, on va pas tous dire parce que la bienséance veut que parfois on ait de la réserve, mais on peut se dire des choses qu'on ne se dit pas au quotidien. Et c'est comme ça aussi qu'on est censé débloquer des situations bloquantes. C'est au moins l'objectif. Voilà. C'est qu'on verra. Agnès Bonnet-Suard, je rappelle que vous êtes psychologue et spécialiste du monde du travail. Alors, quels sont les risques de l'évaluation en matière de gestion des performances, puisque souvent les deux sont liés ? Oui, tout à fait. Alors, je rebondis par rapport à ce que vient de dire Caroline Diard. Bien entendu, c'est un moment privilégié. L'évaluation en matière de gestion des performances peut être un moment privilégié, à condition qu'elle soit faite dans une démarche authentique.
Et c'est là que le bas blesse. Parce que ce qu'on remarque souvent, c'est là qu'arrivent les problèmes, hein, on remarque différents types de problèmes. Et ce qu'on remarque, par exemple, tout à l'heure ça a été évoqué aussi, c'est que parfois cet entretien d'évaluation est l'occasion de revenir sur des objectifs qui avaient été fixés et qui étaient irréalistes en fait pour la personne. Donc j'ai eu le cas comme ça, moi, d'une situation où j'accompagnais un directeur commercial qui avait revu ses objectifs augmentés pour l'année à venir et qui avait subi une diminution de moyens, c'est-à-dire qu'il avait perdu une assistante commerciale et il devait réaliser des objectifs supérieurs à ceux de l'année d'avant. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a essayé de répondre à ça quand même. Dans l'entretien d'évaluation, ce qui est ressorti, c'est qu'il avait été inefficace, que finalement l'évaluation était assez mauvaise de son travail, négative, alors même que lui avait le sentiment d'avoir tout fait en fait pour répondre en fait à cette injonction. Sauf qu'il était dans une situation impossible et il s'est épuisé en fait. Et au final, une des conséquences de cette situation, c'est que donc il a vécu un burn-out. Donc là, on voit un des biais, par exemple, de ce type de dispositif, lorsqu'effectivement il n'est pas fait de manière sincère et authentique, et dans le but de faire progresser aussi bien l'organisation que les salariés, eh bien, il va avoir des conséquences néfastes pour les individus, négatives. Autre type de situation, on parlait tout à l'heure du fait que l'entretien d'évaluation est l'occasion de dire ce qui va bien, de reconnaître les compétences et de dire ce qui va mal. Et là aussi, on rencontre fréquemment ce problème, c'est des managers qui ne trouvent pas les mots, ne savent pas comment dire aux salariés ce qui ne va pas, qui n'osent pas, qui ne le disent pas parce qu'ils craignent les conflits, parce qu'ils craignent que ça suscite des tensions dans le collectif. Et au final, on ne gère pas du tout la performance, on ne concourt pas du tout à l'évolution et au développement de compétences, on ne permet pas à la personne d'évoluer puisqu'on ne lui dit pas les choses. Et à un moment donné, on change de manager et là il y a quelqu'un qui met les pieds dans le plat et c'est la surprise pour tout le monde. Et c'est là on assiste à des situations d'arrêt de travail, tensions, conflits, opposition et en fait des situations conflictuelles qui n'auraient pas existé si chacun avait pris la mesure de ce que pouvait représenter ce type de dispositif et s'en était saisi de manière réelle. Mais on est d'accord que ces entretiens professionnels et parfois annuels ont un impact. Chaque agent s'interroge avant son entretien. Il y a un certain formalisme, c'est souvent un face-à-face dans un bureau fermé avec un formulaire ou un questionnaire sous le coude. Et on se prépare, on essaie de négocier souvent une augmentation individuelle à la fin de l'entretien. Donc, il y a un impact pour le salarié, il y a un impact pour le manager, et puis il y a un impact pour la vie du service. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, sous ce terme d'évaluation, même si dans l'idéal, ce type de dispositif n'est pas l'occasion d'un jugement, mais plutôt d'une appréciation portée sur un travail et sur la manière dont le salarié remplit sa mission. Derrière ce terme-là, on ne peut pas... on entend deux choses. On entend que l'évaluation, c'est un processus de jugement qui est en jeu, et donc il va conduire à un résultat. Si on considère les travaux qui ont porté sur l'évaluation, on doit distinguer deux types d'approches sur la question de l'évaluation. Et en fonction de ces approches, les incidences et les impacts psychologiques de ces deux approches sont différentes sur les personnes. D'une part, on peut aborder l'évaluation comme un résultat, c'est-à-dire c'est l'approche statique de l'évaluation. Et la plupart des personnes, lorsqu'ils considèrent l'évaluation comme un jugement, vont aborder l'évaluation comme relative à un résultat, une notation sur le travail. Alors bien entendu, là, évidemment, ce type de considérer l'évaluation de cette manière génère de l'anxiété, un stress relatif au jugement qu'on va recevoir sur son travail. Et bien entendu, les personnes vont anticiper négativement aussi, vont pouvoir anticiper négativement, ça fait partie des risques psychologiques, les résultats de cette évaluation. Donc, de ce point de vue, l'évaluation va générer de l'anxiété qui est liée donc à la situation de confrontation, même qu'elle soit réelle ou qu'elle soit
imaginer, en tout cas, la situation d'évaluation est vécue comme une situation de confrontation. Et donc, avec son manager, et le salarié peut craindre de recevoir un certain nombre de reproches. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les commentaires, il va les lire comme étant des reproches. Et là, on voit que effectivement, le dispositif de l'évaluation est déjà biaisé par les représentations que chacun, à la fois l'évaluateur et l'évalué, va avoir en fait de ce dispositif-là d'évaluation. Par ailleurs, on observe également, si on considère cette approche de l'évaluation comme résultat, on va avoir également des situations où le retentissement psychologique va être important dans les cas où l'on a de forts enjeux autour de son identité professionnelle, sa réalisation professionnelle. Et ça, ce sont des situations où souvent on voit les personnes qui confondent en fait leur identité professionnelle et leur identité personnelle. Il y a une collusion en fait dans ces deux identités, et ça génère bien entendu de l'anxiété par rapport au résultat de cette évaluation, puisque on va considérer qu'il s'agit d'un jugement sur soi, et donc ça va atteindre bien sûr l'estime de soi. Parce qu'il n'est pas toujours simple de faire la distanciation entre son activité professionnelle et son vécu. Non, tout à fait, d'autant que le vécu professionnel, les deux se répondent. À la fois son vécu personnel a une incidence sur la manière dont on est au travail, et le vécu professionnel va avoir une incidence aussi sur son fonctionnement personnel. Donc c'est pas toujours effectivement facile de faire la part des choses. Et on ne sait pas aussi toujours, on ne mesure pas toujours dans quelle mesure notre stabilité psychologique va reposer ou non sur la perception que l'on a de soi-même au travail, en fait, notre identité professionnelle. Et donc, quand on n'en saisit pas les enjeux pour soi, eh bien là, on est plus en risque, on va dire, de mal vivre, en fait, ce dispositif d'évaluation, lorsqu'on le considère comme étant un résultat. Par contre, là où ça devient intéressant, enfin on va dire porteur de résultats plus intéressants, on va dire, c'est lorsqu'on envisage l'évaluation comme un processus. À ce moment-là, effectivement, on pourrait dire que, puisque c'est un processus, l'évaluation suppose un échange, elle suppose en fait d'introduire une réponse, un feedback, et donc d'introduire une transformation. Et c'est ce que vous soulignez tout à l'heure dans votre intervention, puisque on doit en faire quelque chose en fait de cette évaluation sur la performance. Et là, pour le coup, alors ça peut être, si on se situe dans une démarche authentique aussi, si le lien de confiance entre les personnes, l'évalué et l'évaluateur est établi, il y a un certain nombre effectivement de paramètres qu'on pourrait citer, d'éléments, donc de conditions nécessaires à ce que l'évaluation soit un processus qui donne des résultats positifs pour les personnes. Pour autant, ce qu'on observe aussi comme problème, c'est que même dans le cadre, même si on considère l'évaluation comme ayant un potentiel de transformation, mais justement c'est un dispositif qui peut être utilisé par l'un pour agir sur l'autre, dont chacun peut se saisir. Alors, si tout le monde en est conscient et joue le jeu, on va dire, à ce moment-là, on peut tout à fait en tirer les bénéfices et s'intéresser dans une perspective constructive au résultat de cette évaluation. Donc c'est le résultat d'un échange, et d'un échange de points de vue, en fait, sur des pratiques. Mais ça peut aussi desservir les personnes, dans le sens où, par exemple, le manager qui va évaluer peut se sentir instrumentalisé dans le dispositif d'évaluation de son collaborateur, s'il effectivement il anticipe ou s'il observe que le collaborateur se saisit trop largement de ce dispositif pour agir sur lui, pour des primes, etc. Donc tout dépend des conditions. L'importance des risques va dépendre d'une part de la conception de l'évaluation pour chacun et des conditions de mise en place de cette évaluation. Alors, nous avançons puisque le temps tourne. Hein. Je rappelle aux unes et aux autres qu'ils peuvent poser leurs questions sur l'onglet QR, questions-réponses de cet outil Teams. Et nous allons parler donc de notre sujet, l'évaluation à 360 degrés. Et vous connaissez mes attachements pour l'intelligence artificielle. Donc je lui ai demandé ce matin ce qu'il fallait retenir de l'EVA 360, comme on dit pour les brancher chez Enedis.
L'évaluation 360 peut être un outil puissant pour obtenir une vision globale de la performance, mais elle nécessite une planification minutieuse, une communication transparente et une gestion attentive des retours. Bon, ça c'est un résumé très court, très succinct. Aujourd'hui, quel retour a-t-on de l'évaluation 360 ? Et on rappelle rapidement que c'est apparu aux États-Unis dans les années 90 et en 2020, Enedis, pionnier dans la branche des IEG et pas que. Agnès. Oui, alors moi, de mon point de vue, j'ai effectivement un point de vue qui repose sur l'accompagnement de personnes qui, en général, ont mal vécu l'évaluation 360, il faut quand même le dire. En tant que psychologue, quand les gens vont bien, je ne les vois pas. Comme les entreprises vont bien, quand les équipes fonctionnent bien, en général, on ne fait pas appel à moi. Donc, c'est dans ce cadre-là que se situe mon propos. Et donc, forcément, ce que j'entends, j'ai eu quelques retours plus ou moins partagés. On a pu lire aussi des articles qui ont été produits sur ce sujet. Il me semble qu'il y a 3 grands axes à retenir, si je veux essayer d'être concise pour répondre à votre question. 3 grands axes à retenir sur l'évaluation 360. D'une part, un premier écueil, c'est que ce type d'évaluation risque de manquer d'objectivité, de rationalité de la part des retours qui sont faits des collaborateurs sur leur manager. Alors ça peut être lié, c'est lié aux relations que le manager va entretenir avec ses subordonnés, des relations existantes. C'est lié aussi à des incompatibilités de personnalité. Ça peut être lié aussi à des enjeux qui n'ont pas à voir avec, dont le manager n'a pas conscience, qui sont des enjeux personnels de collaborateurs. Et donc, ce qu'on a pu observer souvent, c'est que des managers sont surpris en fait des retours, sont même choqués, peuvent être en colère par rapport aux retours qu'ils ont, et ils font part d'un sentiment d'un décalage en fait entre leur regard sur eux-mêmes et ce qui apparaît en fait à travers ces évaluations. Donc fort décalage. Et ça peut les choquer et être véritablement déstabilisant pour les managers. Alors ce décalage, il peut être... donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils vivent aussi, souvent ce qui remonte, c'est un sentiment d'injustice et une frustration de ne pouvoir s'exprimer en retour. Donc les conditions de ce dispositif font qu'ils ont des feedbacks, mais eux-mêmes ne peuvent pas revenir en fait sur ces feedbacks avec leurs équipes, puisque les feedbacks sont anonymes ou en individuel, parce que les résultats sont anonymes. Alors, comment les comprendre déjà pour ces points de manque d'objectivité, enfin le risque de manquer d'objectivité et le risque d'avoir des remarques qui ne sont pas vraiment fondées sur une réalité. Déjà, il y a un premier élément, c'est que souvent les équipes attendent beaucoup en fait du manager. Beaucoup plus que ce qu'il ne peut donner, et ça c'est lié à la fonction du manager, à la représentation que l'on a de cette fonction de management. Les collaborateurs peuvent attendre aussi souvent qu'ils les satisfassent en fait, et à ce moment-là, ces attentes-là, elles sont irréalistes. Donc dès lors, en fait, le manager ne peut pas répondre à ce type d'attente. Et ça peut expliquer, par exemple, qu'il ait le sentiment de faire tout ce qu'il faut pour répondre aux attentes des collaborateurs, mais si les attentes des collaborateurs correspondent à des attentes irréalistes, alors on est même dans le même cas que les performances, et l'injonction de performance, en fait, ils ne peuvent pas y répondre. Donc forcément, il y a ce décalage-là. Après, il y a la figure du manager qui n'est pas contrôlable, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on ne contrôle pas, c'est, je parlais des représentations associées à la fonction de manager, c'est ce que représente la figure du manager pour les individus. Pour certains, le manager, le chef, va représenter une figure paternelle qui va incarner la loi, à laquelle ils vont se confronter, par exemple. Pour d'autres, le manager va représenter, ou on va attendre qu'il représente une figure maternelle, et on va attendre qu'il se situe en position maternante, qui plus est si c'est une femme. Et donc, ça, ce sont des paramètres qu'on ne peut pas mesurer, en fait, puisqu'ils sont propres à chacun, dont on ne peut... finalement, on peut appréhender légèrement lorsqu'on connaît bien ses équipes, lorsqu'on a des liens de confiance. À ce moment-là, on peut y répondre, mais sinon, on ne peut pas les appréhender. Donc ce dispositif, il y a un biais dans ce dispositif, c'est déjà l'approche de la conception subjective de la figure du manager par les collaborateurs.
Après, ce qu'on voit aussi, c'est que le manager peut représenter aussi l'employeur, dans le sens où il va être garant de la règle, de la réglementation, et à ce moment-là peut subir des attaques qui sont en fait destinées plutôt à l'employeur. Et c'est le manager qui va les recevoir parce que c'est l'occasion d'exprimer un ressenti en fait par rapport à l'employeur. Ça, c'est le premier axe. Deuxième grand axe en fait de risque ou d'écueil, c'est les atteintes à la qualité de vie au travail. Alors concrètement, par rapport au dispositif, il y a déjà un premier point, c'est le renversement des rôles. C'est-à-dire que là, finalement, c'est pas le manager qui va évaluer, c'est lui qui va être évalué par les collaborateurs qui, du coup, les collaborateurs, bon, c'est un terme qu'on emploie et qui est commun, mais ce sont des subordonnés que quand même. On n'emploie pas trop. Non, mais... À la CGT, hein, je veux dire. D'accord. Bon. Mais bon, peu importe, c'est pas... Mais tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Oui, bon. absolument. Ok. Mais en fait, les collaborateurs sont des subordonnés qui vont quand même évaluer certaines compétences de leur manager. Donc ça peut effectivement, cette position-là, cette inversion des rôles, peut générer un sentiment de disqualification pour le manager, et ça peut impacter son identité professionnelle. Et ceci d'autant plus, et c'est là qu'il me semble important de le dire aujourd'hui, profiter de ce moment, d'autant plus si la question du regard transversal porté sur le management, à laquelle on veut répondre à travers ce dispositif d'évaluation 360, a priori, n'est pas en vigueur dans l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire que si on est dans une entreprise qui fonctionne de manière pyramidale et qu'on va dire à tel échelon, on va introduire une vision transversale du management et on va faire de l'évaluation de 360, alors à ce moment-là, effectivement, ça va manquer de cohérence en fait pour le manager et ça risque effectivement pour lui de générer des tensions et un mal-être. C'est-à-dire finalement se sentir, lui, inscrit dans une vision, dans un management, dans une entreprise pyramidale, mais être l'objet d'un regard transversal. Après, autre point, c'est que effectivement, dans les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est qu'on va avoir des situations où le manager, et c'est un besoin assez naturel, va attendre en fait d'être validé, d'être apprécié, on va dire, par ses collaborateurs, et en fait, ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Donc, ce biais-là, cognitif, que tout le monde présente, en fait, à des degrés plus ou moins importants, en fonction de qui on est, notre histoire, etc., va nous amener à essayer de se présenter sous son meilleur jour. Pour un manager, ça peut poser problème, parce que lui, il va anticiper l'évaluation. Donc, là où ça peut poser problème, c'est que ça va modifier ses attitudes et ses comportements managériaux par anticipation de l'évaluation positive, négative qu'il craint. Du fait de ce biais de désirabilité sociale. Donc là, évidemment, on va avoir affaire à une situation où des managers vont modifier leurs attitudes naturelles de management ou leurs attitudes acquises, en fait, celles qui sont liées à leurs compétences professionnelles, pour essayer de travailler la relation de manière si je dis les choses assez simplement, assez rapidement, à avoir des résultats, des évaluations positives de la part de leurs collaborateurs. Mais ce n'est pas vrai que pour les managers, pour le coup. Mais ça peut être vrai également pour les salariés. Sur la relation interpersonnelle. Entre collègues. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe là ? C'est qu'effectivement, ça atteint la qualité de vie au travail parce que ça introduit de la dissonance cognitive et émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans un comportement et des attitudes qui ne correspondent pas à ce qu'on ressent ou à ce qu'on pense. Et ça génère de l'épuisement et un risque de souffrance au travail. Après, il y a la perte de recul éventuelle du manager qui se retrouve dans une posture asymétrique, du coup, par rapport à ses collaborateurs ou ses subordonnés, comment on appelle les collègues, salariés, les autres salariés. Cette posture asymétrique dont il prend conscience à travers ce dispositif d'évaluation de 360 peut l'amener à perdre du recul en fait sur sa posture managériale aussi. Ça, c'est un troisième point. Et puis, il y a l'anonymat, évidemment, qui pose problème. Oui, parce que l'anonymat dans un service à 500 personnes, on peut le trouver. Dans un service
plus restreint, Oui. on peut deviner, déceler peut-être certaines réponses, certains vocabulaires dans les phrases utilisées. Oui, et donc on peut se sentir trahi, parce que ça aussi, ça remonte. Par exemple, des managers qui disent s'être sentis trahis par le retour des évaluations, puisqu'ils ont vu qu'il y avait tant de retours, et ils ont plus ou moins deviné qui c'était, alors même qu'ils croyaient qu'il y avait un lien de confiance établi. Et ça va affecter le narcissisme. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on appelle le narcissisme ? C'est la construction psychique de l'individu, en fait. C'est sa stabilité psychique. Voilà. Donc ça va venir affecter la stabilité psychique du manager, et donc on peut aussi, là aussi, avoir comme conséquence des effondrements psychiques et une fragilisation, on va dire, des managers du fait de ce dispositif. Et d'autant plus lorsque, effectivement, on est dans des situations où le manager va avoir de fortes attentes envers son rôle professionnel et va confondre son identité professionnelle et personnelle. Caroline Diard, quels sont les prérequis de l'évaluation 360 ? Parce que c'est vrai que si on fait cette émission, c'est pour expliquer que c'est dangereux et qu'il faut pas... En tout cas, qu'il faut revoir la copie. Mais quand même, dans un monde idéal, dans une entreprise idéale, si cela existait, quels seraient les prérequis à avoir ? Alors, les prérequis, c'est déjà de se poser la question, qu'est-ce qu'on attend de cet outil d'évaluation ? Parce qu'on l'a évoqué, vous l'avez dit, tout process d'évaluation comporte des biais et comporte des risques. Alors, pour mémoire, l'affaire tristement emblématique France Télécom, à l'origine, c'est un système d'évaluation qui a été modifié, qui a été insufflé par la direction et qui a fait que on en est arrivé à 35 suicides et ensuite le procès emblématique qu'on connaît derrière et les condamnations qui ont été avec. Donc, quand on s'empare d'un outil d'évaluation, il faut partir du principe qu'il peut y avoir effectivement beaucoup d'avantages en matière de pilotage de la performance, en matière d'efficacité des équipes, de dialogue, de coopération, mais il peut aussi y avoir des risques. Donc quand on veut mettre en place un outil de 360, qui est un outil facultatif, qui a été importé des États-Unis, vous l'avez rappelé, et qui est devenu une mode au début fin des années 90, début des années 2000, donc ça a été la grande mode managériale, comme beaucoup de modes managériales, il faut quand même toujours s'en méfier. Qu'est-ce qu'on attend de ce process ? Si on n'attend rien, ça ne sert à rien de le mettre en place, parce que ça va être de l'énergie de dépenser, de l'argent, et puis, vous l'avez dit, des déceptions, des désillusions, des frustrations. Donc, il faut absolument se dire à quoi va me servir ce process 360. Alors, si ce process 360 doit permettre aux managers de se bonifier, de comprendre leurs qualités, leurs défauts, de mettre en avant leurs compétences et d'évoluer, donc là, on pourra effectivement travailler sur ce sujet-là. Donc, vous me posez la question des prérequis. Donc, effectivement, état des lieux, définir les attendus. Et ensuite, il faut se poser quelques questions. Comment on va engager ce process de 360 ? Alors, qui est concerné déjà ? Est-ce qu'on reste sur la base du volontariat, ce qui est souhaitable, ou est-ce qu'on l'impose ? Ce qui n'est pas souhaitable, mais ce qui peut être décidé par une direction. Donc déjà, comment on fait ? Volontariat, ou est-ce que c'est systématique et imposé ? Qui va évaluer les personnes concernées ? Donc déjà, premier panel, qui va être évalué ? Et ensuite, deuxième panel, qui va évaluer ? Et après, comment évaluer ? C'est-à-dire, quels critères ? Parce que les critères sont très importants en matière d'évaluation. Les critères, ils vont être différents en fonction d'un secteur d'activité à un autre, d'une entreprise à une autre, et on va faire attention aux critères en fonction de la typologie des collaborateurs de l'entreprise. Donc, on fait très attention à ces critères. Donc, première étape, on va se mettre autour de la table. Donc, qui est concerné, qui évalue et comment on évalue à partir d'éléments qui vont nous permettre d'avancer. Alors, les critères, il ne faut pas les définir dans le vide
Encore une fois, si l'entretien sert à rien, c'est de l'énergie pour rien et de la déception. Donc il faut des critères qui soient pertinents à la fois pour le collaborateur, pour pouvoir progresser, et aussi pour l'organisation, pour le collectif de travail. Donc là, on est dans une dynamique plutôt de performance. Ensuite, il faut se dire que si on met en place un tel système, il faut avoir le temps de le faire parce qu'il faudra analyser ensuite les résultats. Il faudra restituer ces résultats, donc ce qu'on appelle le feedback, et ça c'est vraiment important. Retour en français. Et voilà, donc il faudra faire un retour. C'est pas toujours facile de faire un retour quand il y a des points notamment négatifs. Et surtout derrière, il faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un plan d'action. Donc si le service RH derrière va pas dérouler peut-être des nouveaux process, des formations, des changements de métier, des promotions, s'il n'y a pas d'action derrière, le système d'évaluation il sert à rien en fait. Donc il faut qu'il soit toujours appuyé sur des fondations solides. Alors peut-être des points de vigilance. Pour terminer, parce que je sais qu'on est contraint par le temps, il faut faire attention à la gestion des données qu'on aura. Alors là, c'est ma casquette de juriste qui parle. On fait attention à rendre tout anonyme. Quand on peut, vous l'avez mentionné, en fonction de la taille de l'équipe ou de la taille de l'entreprise, c'est pas toujours évident, mais il faut que ce soit anonyme, il faut pas forcer les gens, les contraindre dans un système qui ne vont pas s'approprier et qui vont vivre comme une sanction ou quelque chose de très anxiogène. Et il faut surtout que derrière, il y ait vraiment la mise en œuvre d'actions concrètes qui sont profitables pour tout le monde. Parce que mettre en place des dispositifs d'évaluation pour évaluer, moi je suis pas d'accord avec ça, ça sert à rien, ça va crisper tout le monde autour de la table et ce sera très très négatif. Donc attention à ça et surtout en tirer le meilleur, c'est-à-dire se dire que les individus n'ont pas fini d'évoluer et à chaque jour de leur vie sont capables d'évoluer si on leur dit les choses et si on leur dit comment faire. Donc c'est ça aussi le rôle du 360 parce que rappelons-le, être évalué en 360, c'est être évalué à gauche, à droite, en haut, en bas et même par soi puisqu'on commence par l'auto-évaluation. Voilà, c'était le mot de la fin pour moi. Pascal, Virginie, est-ce qu'on a puisque cette expérience, avant d'être étendue à Enedis, comme on l'indiquait, peut-être à d'autres entreprises de la branche des industries électriques et gazières demain, est-ce qu'on a des premiers retours? Est-ce qu'on sait comment sont élaborés les questionnaires anonymes, comment sont faites les restitutions, quel impact cela a eu ces 4 dernières années, cette évaluation 360? Alors on a un vrai virage en fait, puisque cette évaluation de 360 degrés, elle était contenue à une phase d'expérimentation avec d'abord des cadres dirigeants, ensuite à Enedis avec quelques régions qui avaient été désignées comme expérimentales, mais c'était réservé à ce qu'on appelle les comités de direction, c'est-à-dire les cadres, on va dire, supérieurs, et donc un nombre très limité d'encadrants. Aujourd'hui, la patronne d'Enedis a décidé de généraliser ce dispositif, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un grand nombre de salariés. Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est qu'il y a déjà, ce qu'on a pu voir à travers les communications que la direction a faites, c'est qu'il y a quand même soit aucune expression, en tout cas dans les webinaires qu'a organisé la direction, aucune expression, comme c'est souvent le cas maintenant, malheureusement dans les réunions d'encadrement, où les gens subissent et ont du mal à s'exprimer, puisqu'en fait ce dispositif leur a été imposé, et imposé très très rapidement, soit une grande inquiétude de la part de certains, à la fois pour qu'ils soient d'ailleurs évalués ou évaluateurs, parce qu'ils peuvent être aussi désignés comme évaluateurs, et il y a même des salariés qui sont gênés dans ce dispositif, puisqu'ils sont choisis pour évaluer par exemple leur propre manager, et qui souhaitent pas, qui sont en tout cas très en difficulté sur cette situation-là, quoi. Voilà. Une question qui me vient, puisque je rappelle aux uns et aux autres qui peuvent poser leurs questions sur questions-réponses de Teams, mais on parlait d'une entreprise idéale, d'une évaluation idéale, de managers et de salariés qui construisent la production, la vie de l'entreprise.
Mais en préparant ce webinaire, je suis tombé sur une étude européenne de 2020 qui rappelait qu'un salarié sur 5 considère être sous la supervision d'un manager nuisible. Alors, ça n'existe pas à Enedis, bien évidemment. Mais imaginons que des salariés se retrouvent dans une situation où finalement la relation avec son N+1 est problématique. Alors nous connaissions des situations où les salariés nous signalent que leur manager ils ne l'expriment pas forcément comme ça, mais le manager est toxique. Et on essaie de traiter ces situations-là de différentes manières, mais je pense qu'Agnès a dû être confrontée à ce genre de choses. Oui. Puisqu'elle fait de l'accompagnement de salariés. Voilà. Alors effectivement, oui, c'est des choses que j'ai pu observer dans des accompagnements. C'est-à-dire que là, finalement, le résultat de l'évaluation est complètement biaisé, bien sûr, puisqu'il dépend d'une relation qui est toxique déjà pour le salarié. Et le problème, c'est que le salarié est pris dans un lien de dépendance avec son manager. Et donc, à partir de là, c'est compliqué effectivement de considérer qu'on va donner du crédit en fait à ce type d'évaluation. Alors, moi, je me rappelle d'une situation comme ça où, alors, c'était une situation un petit peu inverse, mais enfin, à deux moments, en fait, on peut observer que le lien déjà opérant entre les personnes vient biaiser en fait le dispositif. C'est une situation d'un jeune manager qui avait été évalué parce qu'on lui avait, dans une entreprise où c'était pas du tout un usage classique. On lui avait proposé en fait de participer, de mettre en place une démarche d'évaluation 360. Et on lui avait proposé ça en fait parce que justement dans son équipe il y avait déjà des tensions, en fait un climat social qui était un petit peu houleux, mais sans plus quoi. Et il avait été donc évalué par des collaborateurs et en fait il avait eu une évaluation assez négative de ses compétences relationnelles, managériales, de ses soft skills et qu'il avait beaucoup surpris et donc suite à ça en fait il a essayé pendant un certain temps de compenser, de travailler pour répondre en fait à toutes les critiques qui étaient formulées et qui le désarçonnaient complètement parce que c'était pas du tout l'image qu'il se faisait de lui-même et d'ailleurs il avait précédemment une expérience réussie dans le management, c'était pas du tout ce qui lui était revenu par ailleurs. Quand moi j'étais sollicitée dans l'après-coup de ça, parce que le manager justement, en essayant de répondre, en fait, a commis des erreurs. Et donc on lui a imposé un coaching managérial. Oui. Donc moi c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré en fait. Quand je l'ai rencontré, il était clairement burn-out, mais il continuait à travailler. Et évidemment, il avait développé des attitudes dysfonctionnelles. En fait, en travaillant avec lui, on s'est aperçu que au sein de son équipe, là, il y avait une situation de harcèlement ascendant. Donc, ça émanait de ses collaborateurs, animé par une personne toxique à l'intérieur de l'équipe, qui, en fait, clairement voulait sa place, en fait, mais n'avait pas les compétences pour l'avoir, donc n'avait pas... Voilà. Donc, mais il la voulait. Ça existe, hein. Ça existe fréquemment et qui en fait avait manipulé à travers la relation en fait fait alliance avec les autres collaborateurs, quelques autres suffisamment pour mettre en défaut le manager. Bon, suite à ça il a changé d'entreprise. Ok, moi je l'ai plus vu, on a fini le coaching, je l'ai plus vu. Hop. Un an après, je suis sollicitée par cette même personne, même manager, pour une situation qu'il vit comme du harcèlement par son supérieur hiérarchique et qu'il annonce comme étant la conséquence d'un lien, d'une relation toxique en fait. Et donc moi, il m'évoque en fait une situation de harcèlement. Or, il se trouve qu'en effet, la relation, elle est très autoritaire et elle est contraignante pour lui. Pour le coup, en fait, ce vécu de harcèlement, ce qu'on doit identifier, c'est qu'il vient de... En fait, c'est une résurgence de l'impact traumatique de la première situation, donc d'évaluation par les pairs, dans un contexte dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants relationnels, en fait. On ne connaît pas bien, en fait, les climats internes des relations dans les équipes. Mais malgré tout, ça laisse des traces, en fait, sur l'individu. Et donc, lui, ensuite, en fait, avait lu une autre relation comme étant une relation toxique, pour le coup, avec son manager. Elle était un peu, mais pas au point, en fait, peut-être de considérer qu'il s'agissait du harcèlement. Virginie ? Moi, juste sur ces relations
parfois compliquées, on va peut-être pas forcément les appeler toxiques, mais entre un salarié et son manager, je crois que c'est l'un des arguments qui est utilisé par Enedis pour dire, mais finalement, le fait d'être évalué par ses pairs, enfin d'être évalué à 360 un peu par tout le monde, ça permet de se détacher de la subjectivité qui peut exister entre un manager et un salarié qui, soi-disant, n'aimerait pas. On a toujours entendu, moi mon manager il peut pas me voir ou un truc comme ça. Voilà, c'est l'un des arguments qui est utilisé, mais c'est même pas juste, parce qu'il me semble que dans l'évaluation 360, ce qui est préconisé, c'est que les retours et l'analyse, elles soient faits par quelqu'un d'externe, c'est ça. Et là, c'est pas du tout ce qui est prévu par Enedis. Donc en plus, ça ne permet même pas de résoudre cette question d'une évaluation qui serait biaisée, liée à une mauvaise entente entre un salarié et un manager. Agnès, quels seraient les prérequis sur le plan psychologique pour mener à bien ce type d'évaluation ? Alors, du point de vue individuel, en fait, du point de vue collectif déjà, au niveau de l'organisation, si on parle de psychologie de l'organisation, il faut une certaine maturité de l'organisation. C'est-à-dire, effectivement, on a évoqué tout à l'heure que ce type de dispositif, ça se prépare en fait. Donc, il faut qu'effectivement, il puisse y avoir des conditions d'acculturation qui aient été mises en place quand même par l'organisation pour familiariser en fait les salariés avec l'éventualité de ce dispositif. Ensuite, d'un point de vue psychologique, on y reviendra après peut-être, mais parce que j'aurais d'autres choses à dire, mais je vois que en fait, il faut quand même que je sois concise. Et ensuite, il y a la maturité psychologique des personnes, en fait, des managers. Donc, c'est-à-dire qu'un manager, comme prérequis, il faut quand même être suffisamment assuré de ses compétences professionnelles pour pouvoir supporter les critiques, avoir un certain recul aussi. Avoir une identité assez solide, donc ça c'est le point de vue personnel, mais il faut être aussi dans le désir véritable de gagner en compétences managériales, si on considère que c'est un moyen, si on adhère en fait au dispositif qui est proposé, parce qu'il y a des personnes qui peuvent éventuellement adhérer, mais si on y adhère sincèrement, si on n'y adhère pas juste parce qu'on sait que c'est obligatoire et que sinon on va pas avoir la prime qu'on attend. Voilà. Et c'est ça qui est évidemment compliqué dans le système du travail aujourd'hui. Mais aussi, on disait tout à l'heure, on ne fait pas d'évaluation, vous disiez, on ne fait pas d'évaluation si on n'en attend rien, si on pense que ça va servir à rien. Et bien moi, je mettrais un bémol dans ce cas, parce que je dirais, finalement, les managers, comme prérequis, on peut pointer le fait qu'il faut en attendre quelque chose, bien sûr, pour s'y engager, authentiquement, mais pas trop, surtout. Pas trop pour pouvoir relativiser justement les retours que l'on a et mettre à distance en fait ce qui vient en décalage avec notre perception, ce qui peut poser question en termes de dynamique d'équipe, ce qui peut nous échapper, etc. Voilà. Caroline, vous voulez apporter un élément complémentaire sur ces prérequis ? Oui, en fait, au niveau des prérequis, il faut faire attention à l'idée que l'entretien 360 peut modifier l'image que le collaborateur a de lui-même. Donc, il se fait une image, il se projette dans son métier, dans son identité au travail, et on va peut-être lui renvoyer une autre image. Donc, il faut absolument se dire que les personnes concernées doivent être des personnes capables d'entendre des choses et de se remettre en question. Et c'est pas toujours évident. La remise en question, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, faire bien attention à ça, même si le 360, c'est un lieu où on va favoriser un peu la liberté d'expression, finalement, parce que vous allez pouvoir évaluer votre collègue de travail et vous avez rarement l'occasion de le faire en dehors de ce dispositif. Donc, favoriser la liberté d'expression, ça veut pas dire laisser la porte ouverte aussi à des actions déviantes, des jugements qui pourraient être dysfonctionnels et puis blesser et être plutôt graves après. Alors, je ne sais pas s'il faut faire un lien avec la période politique que nous vivons, mais nous avons des élections, une campagne des européennes. Est-ce qu'on peut imaginer demain, à la veille d'une évaluation 360, des managers qui offriraient le café, des chocolats dans les bureaux ? Est-ce que ça s'est déjà produit ? Alors, c'est ce qu'on appelle, à l'inverse, quand on travaille sur les entretiens d'évaluation classiques, il y a ce qu'on appelle un effet de halo. C'est-à-dire un comportement qui est modifié
à l'approche de la date Au printemps, habituellement. des primes, à la date des comités de sélection, des comités de promotion. Enfin, après, ça dépend où on travaille. Et c'est assez amusant de voir que les comportements évoluent. Et évoluent dans le sens où, effectivement, on va offrir le café. Il y a des barbecues on qui s'organisent. On va dire bonjour à son chef, alors que d'habitude, on est renfrogné dans son coin. Donc, ça se produit sur les entretiens d'évaluation. Donc, sur le 360, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas. Bon. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de questions puisque les auditrices et auditeurs nous évalueront à la suite, puisque vous répondez à toutes les questions qu'ils se posent et que sur un certain nombre, ils sont en train de déjeuner. Mais ils pourront continuer à poser des questions par la suite et nous y répondrons dans le fil d'actu, puisque ce webinaire, cette vidéo sera accessible sur les réseaux sociaux et le site de l'UFICT dans les jours à venir. Alors, 360, ok, l'UFICT organise cette initiative. Est-ce que cela veut dire que concrètement, Pascal, il y a une possibilité d'intervention à la fois en tant que délégué de la part des délégués syndicaux et puis de la part des élus de la CGT dans les instances représentatives du personnel? Alors il y a plusieurs niveaux d'intervention, effectivement. On a commencé à en évoquer quelques-uns. Le premier, c'est dans les IRP, c'est-à-dire dans les CSE aujourd'hui, puisque Caroline l'a dit tout à l'heure, il y a une obligation d'information des salariés, et déjà, chez nous, on peut dire qu'elle n'est pas respectée. Par exemple, tout changement de processus d'évaluation doit passer par le CSE et doit y passer pour avis. Or, on a vu déjà par le passé, même si on ne parle pas d'évaluation 360, que ça n'était pas toujours le cas. Et en particulier des entreprises comme Enedis, je suis désolé de le dire, mais elles sont un peu les spécialistes pour outrepasser les instances représentatives du personnel, puisque soit elles ne le passent pas pour avis, elles le passent que pour info, soit éventuellement elles convoquent, entre guillemets, la CGT et les autres organisations syndicales sur des bilatérales. Elles considèrent qu'elles ont fait le boulot et ensuite elles enclenchent directement la mise en place du dispositif quand elles ne l'ont pas enclenché avant de voir les organisations syndicales. C'est comme ça que ça se passe chez nous aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Notre rôle, c'est de faire respecter la loi, tout simplement, ce qu'a dit Caroline tout à l'heure en termes de droit du travail. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est que ça concerne à la fois les niveaux nationaux de CSEC, mais aussi dans les établissements, c'est-à-dire les CSE. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut qu'on précise ici, nous, quand on a vu ce dispositif arriver, on a fait une alerte à notre conseil juridique, donc on est en alerte là-dessus, en attente de retour, mais on a fait ce travail-là aussi, par rapport à ce qu'on a dit au début du webinaire sur, en fait, le côté subjectif des critères d'évaluation. Puisqu'on ne peut en fait évaluer les salariés, comme on l'a dit, que sur une finalité bien précise de leur travail. Et là, on s'en écarte quand même considérablement, du moins il nous semble. Et il y a des jurisprudences qui existent sur ce plan-là. Donc voilà, on est aussi sur cet aspect-là des choses. Et le dernier aspect, enfin, il y en a deux autres, c'est l'accompagnement des salariés et des managers à travers le syndicat comme ressource, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, dernier point aussi, on va interpeller les directions, et en particulier celle d'Enedis qui s'intéresse aussi à ce webinaire, pour leur faire le retour en fait de ce que pensent les salariés et pour aller au débat avec eux sur ces questions-là. Donc il y a différents niveaux d'intervention. Concrètement, dans l'entreprise aujourd'hui, cette évaluation est déjà opérationnelle. Les votes, les questionnaires anonymes circulent. Alors en fait, il y a eu toute une phase d'information, on va dire l'hiver dernier. Je parle d'Enedis. Oui. De l'encadrement, et il y a eu quelques entretiens qui ont été menés, mais en phase expérimentale, au périmètre que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais il est déjà annoncé que pour la prochaine campagne, c'est-à-dire celle de 2025, ça sera opérationnel pour tout le monde, enfin pour tous ceux qui sont concernés. Donc ça risque d'être un peu un bousculement de l'entreprise. Ah oui. Et moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Agnès tout à l'heure en termes de maturité. Maturité à la fois collective de l'organisation et une maturité individuelle. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on se dise et qu'on soit bien conscient qu'on est des entreprises qui historiquement sont organisées de façon hiérarchique et de façon très verticale, avec une figure du chef, une figure du manager qui est permanente. On est dans une entreprise très transparente. Donc je pense que beaucoup de salariés ont l'idée d'un manager qui doit tout résoudre et qui est aussi le représentant de la direction supérieure. Donc ça c'est déjà un premier problème, parce qu'on veut passer d'un système comme ça, en fait,
à un système transversal. Et je pense que on n'a pas la culture aujourd'hui pour faire ça. Et très concrètement, moi je le dis, Enedis est allé trop vite sur ce sujet-là, quoi, hein. Une entreprise de 40 000 salariés qui se lance en quelques mois sans les prérequis dont on a parlé, hein, puisque les prérequis, ils ne sont pas respectés, hein, clairement. Dans cette affaire-là, pour nous, c'est extrêmement rapide et très très dangereux, quoi. Caroline Diard, alors c'est vrai que l'expérience étant débutante à Enedis, on verra un peu l'évolution en 2025-2026, mais Pascal parlait de jurisprudence pour des entreprises qui ont déjà mis en œuvre cette évaluation 360. Qu'est-ce qu'on peut retenir principalement du point de vue salarié et organisation syndicale, bien évidemment? Quel intérêt peut-on avoir d'acter en justice? Alors l'intérêt d'aller en justice, c'est de régler un contentieux et de réparer un préjudice. Donc ça veut dire qu'il y ait à la base un conflit pour aller en justice, parce que c'est long, c'est coûteux d'aller en justice, et il faut qu'il y ait un préjudice. Donc quelle forme de préjudice on peut rencontrer auprès des collaborateurs? Le préjudice peut être un préjudice sur la gestion de la carrière de l'individu. Vous pouvez avoir un préjudice parce que vous avez raté une promotion, parce qu'on vous a refusé une formation, parce que vous n'êtes pas augmenté autant que vous auriez pu être augmenté. Et vous avez aussi un préjudice parce qu'on a mis en danger votre santé physique ou mentale par un dispositif quel qu'il soit. Ça peut être le 360 ou ça peut être un autre dispositif d'évaluation. Donc les contentieux possibles, ils sont sur ces terrains-là en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné où un collaborateur va se sentir lésé, il va y avoir un conflit, donc il va commencer à exprimer un mécontentement auprès de son manager, puis auprès du service RH. Et puis s'il ne rencontre pas un écho favorable pour gérer le conflit, il ira au contentieux, il ira faire réparer un préjudice. Et Agnès, on parlait de maturité d'entreprise. Alors, est-ce qu'on a des éléments objectifs qui nous indiquent qu'une entreprise serait mature pour mettre en œuvre ce type d'initiative? Objectif, non, moi je n'ai pas d'éléments objectifs justement, et le problème c'est que en plus dans ce dispositif on est quand même dans le registre de la subjectivité. Donc c'est difficile. C'est difficile de répondre à ça. Par contre, moi je pourrais dire qu'on pourrait considérer une entreprise comme étant mature quand la démarche est préparée bien en amont et que la démarche, le souhait de mettre en place, par exemple, ce type de dispositif d'évaluation est préparé bien en amont, au niveau de l'organisation, au niveau de l'information des salariés, que ça a pu être travaillé, mis en question au sein des équipes, au sein des groupes de managers, dans des ateliers, par exemple, de discussion sur le travail, de management. En fait, une entreprise mature, c'est une entreprise qui va être prête pour mettre en place un nouveau dispositif, un nouvel outil. Donc il faut qu'elle ait déjà l'adhésion et préparer en fait les salariés pour avoir le maximum d'adhésion. Auquel cas, si elle n'a pas d'adhésion, elle va imposer et donc elle va faire violence en fait à ses salariés. Et c'est là que effectivement, voilà, on aura des difficultés ensuite en termes de santé au travail. Et puis il y a la question de la culture aussi, c'est-à-dire que le changement de culture organisationnel, ça prend du temps en fait. Et là, la temporalité de l'organisation, ça prend du temps. Donc il y a une temporalité pour l'organisation, il y a une temporalité pour les individus. Et en fait, là, il y a un décalage de temporalité de fait, puisque une organisation, en fait, déjà pour changer, c'est sur des dizaines d'années pour évoluer. Mais par contre, elle a le souhait d'être agile et de vouloir réagir rapidement parce qu'il y a évidemment des enjeux de performance. Donc souvent, en fait, l'organisation va essayer de prendre les devants sur sa maturité et de mettre en place des actions pour se transformer, par nécessité aussi, peut-être, pour se transformer, avant même en fait d'être prêt à le faire et que les individus qui travaillent dans cette entreprise en fait soient prêts à recevoir en fait les éléments de la transformation. Et peut-on estimer, ou y a-t-il des éléments qui nous permettent d'estimer que les salariés sont eux-mêmes aptes à entrer dans ce genre de dispositif? Alors, on pourrait le leur demander. C'est-à-dire que on pourrait tout à fait mettre en place une enquête aussi pour sonder auprès des salariés à partir du moment où on leur explique clairement la démarche
la réalité de cette démarche et des enjeux, mais il faut pouvoir être sincère aussi dans son discours. Ça pose effectivement, c'est une des difficultés qu'on observe aussi, c'est la sincérité du discours autour des outils d'évaluation. On le rencontre. Donc, à partir du moment où on arrive à être sincère dans sa démarche, parce qu'on peut aussi se donner des garanties aux salariés pour que les choses se déroulent du mieux possible, c'est-à-dire que finalement, en accompagnant les équipes dans la transformation managériale, en accompagnant en parallèle en fait de la mise en place ou de l'expérimentation d'un dispositif, en s'assurant de mettre en place un nouvel outil auprès des personnes qui sont aptes à le recevoir, en essayant de mettre des garanties ou de s'assurer d'un minimum de conditions que l'on peut saisir, c'est-à-dire que l'on peut objectiver. C'est-à-dire, par exemple, si on sonde les managers, on va avoir un retour. Donc on va savoir si y a un rejet d'emblée, des incompréhensions, des doutes, et on va savoir si on doit mettre en place des groupes de travail, des ateliers, si on doit préparer aussi dès l'embauche les managers aussi au changement de pratique au sein de l'entreprise. Ça aussi c'est important. Pourquoi on n'accompagnerait pas aussi les managers dès leur prise de poste en fait à les accompagner dans leur prise de poste de manager pour travailler la question du management avec un tiers et puis pour travailler ensuite, pour qu'ils puissent la travailler au sein de leurs équipes. Tout ça, ce sont des conditions qu'on pourrait mettre en place avant de mettre en place un dispositif d'évaluation 360. Je précise juste, Stéphane, pour Enedis, cette acceptabilité-là, on ne la connaît pas. Il n'y a eu aucun diagnostic de ce type pour savoir si l'encadrement en particulier était non seulement partant, mais en capacité d'accepter et de jouer ce jeu-là, quoi. Alors, quelques petites questions qui nous arrivent, que je vous livre brut de décoffrage. Caroline, quelle innovation attendez-vous dans le domaine de l'évaluation des salariés dans les prochaines années ? Alors, est-ce qu'on peut anticiper ? Alors, c'est compliqué d'anticiper des courants dans la mesure où tout ce qui est évaluation et 360, ça fait très longtemps en fait qu'on le fait. Donc ça a été relativement stable. On l'a vu, on avait autrefois des entretiens annuels d'évaluation de la performance classique. En 2014, on a une loi qui nous impose des entretiens professionnels tous les 2 ans. Le législateur n'a pas trop bougé depuis. Donc ça, c'est stable. Après, les opportunités possibles que je vois, c'est de prendre en compte un monde qui devient de plus en plus hybride. L'hybridation, elle est en voie de pérennisation. Donc les gens travaillent en mode nomade, dans des espaces de coworking, chez eux, dans des espaces partagés, flex office, etc. Donc cette hybridation, peut-être qu'à un moment donné, elle va questionner sur la façon dont on évalue les collaborateurs. Est-ce que c'est facile d'évaluer des gens qui sont en permanence à distance ? Ça, c'est une question qui est déjà posée. Donc, ça peut aller sur ce terrain-là. L'innovation en matière d'innovation, ça peut être l'évaluation hybride. Agnès, comment voyez-vous l'évolution de l'impact psychosocial des évaluations sur les salariés à l'avenir ? Comment voyez-vous, pardon ? L'impact. Elle est longue. L'évolution de l'impact psychosocial des évaluations sur les salariés à l'avenir. Est-ce que finalement ce dispositif va conditionner ou faire évoluer les salariés dans leur rapport au travail ? Alors, je ne suis pas sûre qu'ils fassent évoluer les salariés dans leur rapport au travail, mais plutôt dans leur rapport à l'autre au travail. C'est-à-dire et à eux-mêmes, oui, aussi, oui, peut-être qu'on peut rajouter, et à eux-mêmes. Alors si peut-être le rapport au travail, ça m'évoque du coup, ça me laisse le temps de réfléchir, de vous répondre ça. Je réfléchis en même temps. C'est-à-dire que l'évaluation, si elle fait partie dès le départ en fait du dispositif, du travail, on sait qu'on va être évalué de telle manière, ça va conditionner les relations qu'on va avoir les uns avec les autres. Ça va conditionner aussi ce qu'on va y mettre peut-être dans le travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'engager pleinement dans son travail, sachant qu'on risque d'en souffrir en étant évalué dans des conditions péjoratives, on va dire. Parce que bon, il peut y avoir des situations où ça donne de bons résultats. L'évaluation 360 est aussi constructif. Voilà. Mais
Donc, est-ce qu'on va s'y mettre tout entier, en fait, dans sa fonction professionnelle ? Non, peut-être qu'on ne va pas prendre le risque, effectivement, et du coup, que ça va alimenter une forme de détachement, on va dire. Pour pas dire désengagement, parce que le désengagement, c'est une forme de réaction, c'est un peu fort, mais détachement par rapport à son investissement professionnel ou son activité professionnelle. Alors ça, je pense que ça concerne déjà quand même les nouvelles générations au travail. Oui. Donc de fait, en fait, le rapport au travail, il va être modifié, mais peut-être par l'évaluation, mais surtout par les nouvelles générations aussi. Oui, qui vont modifier nos pratiques, de fait. Et qui ont un autre regard sur le travail. Et qui ont tout à fait notre regard sur le travail. Et qui vont peut-être pas vivre l'évaluation de la même manière, puisqu'ils mettent des notes à longueur de temps sur les réseaux sociaux. Exactement. 5 étoiles. Une autre question de Sandrine, qui est elle-même manager. Je ne me sens pas du tout à l'aise avec cette méthode. Est-ce que j'ai des recours ? Sous-entendu, est-ce que j'ai des recours pour m'y opposer ? Alors, Agnès, peut-être Caroline, oui. Moi, alors, je peux en dire quelque chose. C'est difficile de répondre sans avoir des éléments de contexte. Alors, l'évaluation, on ne peut pas s'y opposer dans la mesure où on est lié à l'employeur par un contrat de travail. Et dans un contrat de travail, ça suppose un lien de subordination. Et que l'employeur est investi d'un pouvoir, qui est le pouvoir de l'employeur. Et dans ce pouvoir, il peut évaluer les résultats du collaborateur qui est lié à lui par une subordination. Donc c'est difficile de répondre sans élément de contexte, mais en principe, on ne peut pas s'y opposer. Voilà. Alors, une autre question d'Olivier, cette fois-ci. Lorsque l'on se retrouve dénigré durant un exercice d'évaluation 360 par un collègue qui se trouve avoir une certaine proximité avec le manager, quels sont les recours possibles, sachant que l'anonymat de la personne ne permet pas de présenter un contre-argumentaire et que le jugement est déjà pris en compte dans le bilan ? C'est bien le problème. Eh bien, c'est à partir du moment où on a évalué de façon anonyme, ça suppose qu'on ne devrait pas identifier la personne qui a dit du mal de nous. Alors encore une fois, en fonction de l'écosystème et de la taille de l'entreprise, on arrive vite à savoir qui a dit quoi ou qui a écrit quoi. Les recours, il n'y en a pas. Le seul recours, mais alors, j'aime pas trop le terme de recours parce qu'il a une dimension un peu juridique et on va pas mettre du juridique partout. Pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite en tout cas. L'idée, c'est de bien insister au moment du feedback sur cette phase de restitution qu'on va prendre. Alors, bien ou mal, mais on va le prendre en tout cas, et on va devoir se l'approprier et assimiler les résultats de l'évaluation. Mais ce qu'il faut faire justement pour éviter un contentieux, c'est pouvoir en discuter. Et ce qui est important, c'est le dialogue. Donc, si on est en capacité, entre guillemets, de dire ce qu'on pense et de formuler les choses, de dire ah oui, mais peut-être que ce collègue pense que, mais moi, je suis pas d'accord, etc. C'est là où on va donner de la force à un dispositif, c'est-à-dire qu'il y aura une liberté d'expression. S'il n'y a pas de liberté d'expression, si on reçoit un résultat comme on donne une note à un étudiant et que de toute façon la note est mise et que le bulletin est imprimé et on ne peut rien faire, là pour le coup c'est très, très risqué, très frustrant et dangereux. Mais à partir du moment où on peut en discuter, peu importe la personne qui a mal évalué finalement. Donc c'est pas qui a dit quoi. C'est ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le traiter derrière. Quel impact il y aura. Voilà. Dernière question un petit peu plus technique. Les tests de type soft skills que vous avez évoqués tout à l'heure, sont-ils fiables ? Peut-être que je vais laisser la parole à Agnès. Alors, moi, je connais personnellement des tests de personnalité qui sont des tests de personnalité d'évaluation de la personnalité en situation professionnelle. Donc, ils n'évaluent pas que des soft skills, ils évaluent des compétences sociales ou des compétences psychosociales ou des rapports au travail, des compétences en termes de capacité à prendre des bonnes décisions en situation de leadership, par exemple. Ça, ce sont des tests qui sont des tests étalonnés, scientifiquement validés, et qui évaluent de manière indirecte les soft skills. C'est-à-dire qu'ils n'évaluent pas les soft skills. Ils évaluent des compétences professionnelles qui reposent sur des caractéristiques de personnalité. Et c'est tout. Après, on va le traduire comme étant une évaluation des soft skills.
C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, par exemple, avec ce genre de test, se dire, là, on accède à certaines compétences douces, c'est-à-dire des compétences relationnelles, des compétences, en fait, qui ne s'objectivent pas à travers cette première objectivation. Pour moi, ça, c'est la seule manière, en fait, que ce soit fiable, l'évaluation des soft skills. Sinon, effectivement, il s'agit de la manière dont on appréhende la relation à l'autre et telle qu'elle est censée se dérouler aussi. C'est un regard très contemporain d'une époque aussi, ce qu'on attend dans la relation à l'autre. Et je pense que dans le travail, on est aussi là-dedans. C'est-à-dire que finalement, on va considérer que avoir des bonnes relations à l'autre, c'est avoir des bonnes soft skills, c'est être capable de créer un moment d'échange partagé le matin en amenant des croissants au café. Voilà. Mais aujourd'hui, on va considérer que c'est ça. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Et peut-être que effectivement, pour la question du futur, peut-être que dans 15 ans, ça sera pas du tout ça. Oui, c'est cette question de mode. Donc c'est quand même très subjectif, l'évaluation des soft skills. Ah oui, ça vous fait penser à l'injonction au bonheur. Un peu. Il y a cette injonction. Enfin, je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est très à la mode, l'injonction au bonheur. Et pour le coup, pas du tout objectif, parce que finalement, je suppose qu'entre vous et moi, on n'a pas forcément la même idée du bonheur. Qu'est-ce qu'est le bonheur ? Et finalement, est-ce qu'on est au travail pour être en bonheur ? Enfin, c'est toutes ces questions-là, mais ça pourrait faire l'objet d'un second webinaire, parce que ça vient de plus en plus, ça, dans les entreprises, y compris avec des coachs pour amener sur du développement personnel. Et vous disiez tout à l'heure, l'idée c'est de mettre derrière un plan d'action pour faire progresser le salarié. Et Enedis, dans un des documents, disait effectivement que l'idée ce serait que le N+1 mette en place un plan de développement personnel. Et vous voyez comment on mélange allègrement la question de l'identité professionnelle avec la question de l'identité individuelle et personnelle. C'est très déviant et très dangereux en réalité. Moi, je préfère juste, Pascal ? Non, sur ce que vient de dire Virginie, c'est très important, parce qu'en fait, on a parlé de confusion entre ces deux identités. Mais il faut bien voir que les entreprises jouent sur cette confusion aujourd'hui. Elles utilisent cette confusion, et notamment dans le cadre de ce dispositif. Pourquoi ? Parce qu'elles vont aller chercher une évaluation qui va reposer, si on prend la grille d'Enedis, sur des termes par exemple de souplesse ou d'agilité ou d'exemplarité, mais cette évaluation de ces compétences-là qu'on appelle soft skills, elle n'est même pas faite. C'est-à-dire que le salarié doit s'engager pour dire mon chef est exemplaire, oui, non, mais en réalité, toute cette phase préalable dont a parlé Agnès, elle n'est absolument pas faite aujourd'hui. Et c'est ça, c'est un premier élément qui nous permet de dire qu'on est très, très, très loin du compte dans ce qui est mis en place aujourd'hui. Qu'est-ce que l'exemplarité, par exemple ? Moi, je préfère parler de compétences sociales, plutôt que de soft skills. Virginie, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il est temps de faire le mot de conclusion. En tout cas, pour nous, à l'UFICT CGT, c'est bien la somme du travail de chacun dans un cadre de coopération collective qui fait la valeur et qui crée les résultats, l'efficience, etc. Donc pour nous, c'est très important. Et du coup, l'une des propositions, y compris qu'on fait, c'est de remettre dans les systèmes d'évaluation plus de collectifs, d'examiner par exemple l'atteinte des objectifs, mais de manière plus collective, alors en organisant pourquoi pas des réunions ou des entretiens, pas individuels, mais des entretiens collectifs d'évaluation. Nous, ça nous paraît quand même important, y compris pour rétablir des relations saines entre les collègues, parce que les employeurs nous parlent toujours de bien-être au travail, mais enfin d'avoir des relations saines dans une équipe de travail, c'est le minimum syndical, pour le coup, j'ai envie de dire. Nous, en tout cas, notre rôle d'organisation syndicale, c'est bien d'alerter sur les dangers, de prendre aussi un petit peu de recul, et c'était je trouve que c'était l'objet, c'était très intéressant de pouvoir partager avec vous et de pouvoir confronter nos idées, qu'on est prêt d'ailleurs à défendre, à partager avec les salariés aussi, parce que on doit alerter, mais aussi notre rôle c'est de faire des propositions et d'ailleurs de les construire avec les salariés à partir de ce qu'ils vivent eux. C'est même pas une proposition là pour le coup, c'est quelque chose que l'on défend depuis des années. Nous on considère qu'il faudrait vraiment redéfinir clairement la finalité des entretiens. On trouve qu'il y a un flou artistique, pour preuve la mise en place un peu au doigt mouillé de cette évaluation en 360.
et surtout de redéfinir les critères d'évaluation pour qu'ils permettent d'évaluer en tout cas la réalité du travail, ce qui pour nous n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis ce qui nous paraît aussi intéressant, c'est de mettre en place des grilles d'évaluation qui soient différenciées. En fonction des emplois et en fonction d'un poste. Par exemple, on ne va pas demander la même chose, les mêmes aptitudes professionnelles à un expert comptable, par exemple, qu'à un manager ou qu'à un directeur des ventes ou un commercial, etc. Et donc, pour nous, on pense qu'on ne peut pas évaluer sur les mêmes critères les salariés en fonction du métier qu'ils exercent. Voilà, en tout cas, moi je tenais à vous remercier de votre participation. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et puis avant de nous séparer, je rappelle Agnès Bonnet-Suard que vous avez édité tout récemment, en avril dernier, Les troubles de la personnalité. C'est une réédition puisqu'on en est à la 4e édition aux éditions du Node. Et puis Reconnaître le burn-out en juin 2020 aux éditions Erol. Et vous, Caroline Diard, aide-mémoire ressources humaines aux éditions Duno en avril dernier, Prévention des risques psychosociaux et accidents du travail en mai 2021 aux éditions Maxima et Transformation digitale de la fonction RH chez Duno en 2019. Fin de ce webinaire que vous pourrez retrouver durant les jours à venir sur les réseaux sociaux et le site internet de l'UFIC CGT. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.